Je me rappelle, j'ai travaillé 90 jours. Je vous assure, c'était 20 heures par jour. Mes parents étaient très, très dirigés sur l'éducation. Pour eux, ils disaient qu'il n'y a que l'éducation qui peut vraiment faire une différence dans la vie de quelqu'un. Et puis l'éducation, et mon père, il nous a toujours poussé à l'excellence. Ça veut dire ne pas seulement être un bon élève, suivre les cours et tout, mais essayer de toujours poser les questions et pourquoi. Et pourquoi ceci et pourquoi cela. D'ailleurs, mon père, il me disait toujours, arrête de poser des questions, tu poses trop de questions. Et je disais, oui, mais c'est intéressant. Moi, j'ai grandi pendant la guerre. Donc souvent, on n'allait pas à l'école. Par exemple, je me souviens, quand j'étais en sixième, j'ai été à la moitié des cours, pas plus, parce qu'il y avait l'OAS, il y avait des problèmes à Alger. D'ailleurs, on a été obligé de se sauver, on est retourné à Nadroma. C'est là où j'ai vraiment connecté avec mes racines, parce que j'ai fait 2 ans d'études là-bas pendant les troubles qui se passaient à Alger avec l'OAS. Donc, j'ai eu une formation très, comment dire, en fromage de gruyère. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait des moments où on allait à l'école, des moments où on restait à la maison. Donc je n'ai pas eu une éducation absolument cadrée par le système. Et ça rétrospectivement, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a forcé à apprendre de moi-même. Et donc, je lisais beaucoup, j'essayais de comprendre. Et puis, très, très tôt, j'étais très porté sur les choses physiques. C'est-à-dire, ma mère me disait toujours qu'elle aussi, la pauvre, n'a pas été éduquée, elle n'avait pas eu d'éducation, parce qu'on l'avait renvoyée de l'école, parce que ses parents n'étaient pas pro-français à l'époque. Et donc, elle était toujours en train de dire qu'est-ce que j'ai raté. Jusqu'à la fin de ses jours, elle regrettait de ne pas avoir été éduquée. Et donc, elle nous a poussé à faire ça. Elle me disait, toi, tu étais spécial parce que tu prenais les montres, les réveils, et tu allais dans le garage et tu les démontais. Donc, j'ai toujours eu cette fascination avec les choses. Et je faisais des petites fusées avec des bouts d'allumettes. Donc, vous voyez, ce genre de truc, ça vient en fait de la nature de la personne. Hein. Donc, il faut être en contact avec sa nature, numéro un. Deuxièmement, le fait que je n'ai pas eu une éducation, comment dire, très serrée, avec des programmes et des examens et des trucs. Donc, ça a permis plus de créativité. Ce n'était pas voulu, hein, c'est juste, ça s'est passé parce qu'il y avait la guerre, quoi. Et il y avait après l'indépendance, les choses aussi n'étaient pas très organisées et tout. Ça s'est bien organisé en fac de médecine. Je crois que la fac de médecine à l'époque, avec le doyen Abdelmoumen qui était là-bas, ont vraiment structuré la médecine et le programme pour justement encourager l'innovation, encourager la réflexion. Et puis, une chose que j'ai appris tout de suite, c'est que ce que disait mon père, n'écoute pas les propagandes, n'écoute pas les menteurs, et ce qui compte, c'est les faits, c'est la vérité. Quoi. Et donc, moi, j'étais un peu toujours, porté sur l'exploration, deux, j'ai eu le courage, si vous voulez, personnel de ne pas suivre le troupeau, et surtout, c'est-à-dire un principe de vie, quoi. C'est-à-dire ce qui compte, c'est la vérité, c'est pas le reste. Moi, ce qui m'avait vraiment influencé dans ma vie, c'est que j'étais formé, parce que mon père était instituteur de mathématiques et physique, et donc j'étais très fort en maths et en physique, donc les sciences dures, les sciences physiques. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé que ça me donnait pas de passion. Donc j'ai été faire du volontariat dans les montagnes, j'étais à Inkvira par exemple. J'ai passé 3 mois là-bas dans les montagnes c'est pas loin de Sétif. Et c'est là où j'ai vu la misère.
Ça, c'était, je vous parle, dans les années 60-70. J'ai vu la misère, j'ai vu les gens qui étaient malades. Et je me souviens très bien, il y avait une malade qui avait la tuberculose. Et elle a été au dispensaire. Le dispensaire n'avait rien. Pas de médicaments, juste un infirmier qui était là depuis. Et puis, il avait une glacière. Vous savez, les anciens glacières, on met des blocs de glace. Je sais pas si vous avez vu. Et donc, il lui disait, bon, viens, je vais te faire, du bien. Il ouvrait la glacière et comme elle avait de la fièvre, elle était rouge, elle était fébrile de la tuberculose, il mettait sa poitrine contre la glace. Et ça la refroidissait. Et ça lui faisait du bien. Et elle était contente. Et puis c'est là où je me suis dit, mais attends, il y a quand même une relation spéciale avec l'être humain. Et il y a quand même une bonté dans cet infirmier. Il n'a pas de moyens, mais il essaye quand même. Vous voyez? Et ça m'a poussé à faire de la médecine. Mais plus tard, je me suis rendu compte que la médecine, c'était un choix qui était, comment dire, décevant parce que c'était basé sur l'apprentissage. Et moi, l'apprentissage, je ne peux pas. Je n'arrive pas à juste ingurgiter. Je pense toujours pourquoi ceci, pourquoi cela. Et donc, à un moment, il y a eu un parent qui était radiologue, il m'a montré les premiers scanners, les images de scanners. Il m'a dit, regarde, c'est un tube de rayon X qui tourne autour avec un logiciel. Et ça a cliqué pour moi parce que je dis, tiens, c'est la jonction de la médecine et des sciences physiques. Vous voyez? Et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller dans l'imagerie médicale. Et c'est comme ça que ma carrière a commencé. Parce que je pensais qu'il y avait toujours plus de créativité à l'interface des disciplines plutôt que dans la discipline elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est ce qu'il faut donner aux startups. Il faut toujours dire que souvent l'innovation qui va être importante va se trouver à la jonction de deux ou trois disciplines, soit la technologie et la médecine, soit l'engineering et la technologie. C'est jamais à l'intérieur même de la spécialité, souvent. Donc, il faut avoir l'esprit ouvert. C'est ma mère, son courage et sa droiture. C'est-à-dire que, vous savez, quand j'ai décidé d'aller à l'étranger, d'abord, à l'origine, je ne voulais pas aller à l'étranger pour toujours. Je voulais aller, former, revenir. Et son frère, le professeur Rahmouni d'ailleurs, avait été ancien combattant. Il avait été dans les montagnes, il était médecin. Et puis, il m'a dit, écoute, tu ne peux pas faire ces études-là de radiologie ici. Il faut aller soit en France, soit aux États-Unis, soit en Suède. Donc, j'avais préparé mes examens d'équivalence. D'ailleurs, j'ai passé l'équivalence américaine quand j'étais à Alger. Et pour passer l'équivalence américaine, il a fallu que je rate les cours de médecine. Et j'ai failli me faire renvoyer 3 fois. 3 fois, j'ai failli me faire renvoyer de la fac de médecine d'Alger parce que je passais mon temps à faire autre chose. Et bon, c'est une longue histoire. Mais ma mère m'a toujours dit, écoute mon fils, tu n'es pas inférieur à qui que ce soit. Mais une chose, ما تروحش لفرنسا. ما تروحش لعندهم. علاش؟ حقرونا ou même ils ne te donneront jamais ton droit. C'est des colonisateurs. Elle avait ce sentiment nationaliste très profond et très honorable, mais aussi ce côté l'honneur d'abord. Et ça, je l'ai toujours appliqué. Matrach, tu vois. Dans l'intelligence pure, je crois que mon père était spécial. Hein, il avait une intelligence extraordinaire. Mais le pauvre, il n'a jamais pu. Il a fait passer le bac tout seul, parce que les Français bloquaient les gens au brevet. Et donc, il a montré comment on peut se développer tout seul. Mais c'est les deux personnes les plus importantes. Professionnellement, c'est le fait d'avoir été choisi et puis de me retrouver du jour au lendemain à la Maison Blanche avec le président des États-Unis, avec toutes les caméras, et dire voilà, je nomme monsieur le docteur Zoloudi comme directeur du NIH. D'ailleurs, les gens étaient choqués parce que j'étais vraiment le candidat le moins probable. D'ailleurs, mon nom n'était pas sorti publiquement. D'ailleurs, je vais vous raconter une blague. Les gens du NIH, quand j'ai été nommé, ils ne m'appelaient pas Zolhouni. Ils disaient Zolhou. Je connais ça. Who avec le WHO. Vous voyez? Zolhou.
Alors au début, il disait, oui, on a un nouveau directeur. Qui c'est? Zorhu. Je ne sais pas qui c'est. Who hada, shkun hada. Parce que j'étais pas comment dire, dans le mainstream, le courant principal de la médecine. J'étais plutôt sur les franges. Et il n'y a jamais eu un radiologue, bio-ingénieur qui avait été nommé dans ce poste. Et donc, les gens prédisaient, il va durer une année, il va partir, ça ne va pas durer longtemps. Il n'est pas qualifié, ouais, les choses. Et puis après, ça a changé. Maintenant, c'est l'inverse. Et je crois le fait d'arriver au sommet de la médecine américaine avec cette nomination, d'être le 15e directeur, je suis le premier directeur qui est immigrant, qui n'est pas né aux États-Unis et qui n'est pas biologiste moléculaire, quoi. Donc, c'est assez particulier. Hein, et puis, effectivement, beaucoup de chance. Et je le dis avec humilité, il ne faut jamais perdre ça parce que c'est des concours de circonstances. Et quand la chose arrive, il faut prendre l'opportunité. Il faut y aller, matrache. Et ça vient de ma mère, du côté de caractère indépendant et fier des Algériens. L'Algérie, pour moi, ça reste toujours dans le cœur. Hein. C'est pas quelque chose. واحد ما ينساش بلاده وناسه. C'est quelque chose que j'ai toujours essayé de connecter et d'aider. Mais vous savez, des fois, il y a des moments où ça va et on vous demande votre avis. Et il y a des moments où ça ne va pas. Parce qu'il y a des interprétations politiques. Vous savez, les gens qui sont comme moi, qui sont aux États-Unis, en France. Il y a beaucoup de méfiance que je trouvais qui était très inhabituelle, de rejet aussi de la personne qui vient de l'étranger parce elle est un peu pas mal considérée, mais considérée comme un corps étranger, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça a été pas facile. J'ai aidé beaucoup d'individus personnellement. Mais au niveau système, je crois que l'Algérie est à un moment très particulier de son histoire, comme vous le savez. Mais c'est quand même dommage parce que je trouve que les capacités de l'Algérie sont énormes. Et le talent que je trouve là-bas est aussi énorme. À chaque fois que j'ai donné des cours à Alger, je trouvais des jeunes qui me posaient des questions, qui me montraient, me démontraient qu'ils avaient bien étudié le sujet. D'ailleurs, je me souviens toujours d'une conférence à l'université de fac de médecine à Alger, et un étudiant qui me dit non, vous avez pas ça, vous avez dit quelque chose qui n'est pas correct. Je dis ah bon, dites-moi. Et il m'a dit effectivement, je dis bah, bravo, c'est vrai, effectivement. Donc il y a cette notion d'humilité et de connectivité, d'entraide nécessaire, sans s'attendre à des miracles. Parce que je trouve souvent qu'on on casse les jeunes en leur disant non, non, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, nous, on fera un système pour vous. En fait, ça détruit en fait l'esprit d'innovation. L'esprit d'innovation doit se faire comme un sport. C'est comme si quelqu'un qui a le courage, qui n'a pas peur, qui essaye, qui croit à son idée. Et il faut avoir un système derrière qui ne soit pas un système négatif, un système positif. Moi, je m'étonne toujours, j'ai toujours dit, il y a deux philosophies dans le monde. La philosophie du pourquoi et la philosophie du pourquoi pas. Et ça, je l'ai appris de mon prof, qui était un type très bien. Et quand j'avais été le voir à reprise, je lui ai dit mon idée. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, il y a une manière de faire, de mesurer le calcium en faisant des logiciels autour de la quantitatif, avec les transformations de Fourier, enfin, je ne vous passe les détails. Mais ça serait bien. Et vous savez, mon prof, c'était un professeur classique, qui avait fait la médecine classique. Il m'a regardé, il m'a dit, tu sais, Elias, je ne comprends pas ce que tu dis. J'ai aucune idée de ce que tu racontes. Je ne sais pas si c'est bon ou pas bon, ce n'est pas mon domaine. Mais pourquoi pas? Fais-le. Je te donne 3 mois. Il m'a donné un laboratoire avec des moyens. Petits moyens, hein, vraiment pas grand-chose. Hein. C'était du travail parce qu'il fallait que j'aille, et puis il fallait imprimer les chiffres, il fallait calculer à la main jusqu'au moment où on avait compris qu'il y avait quelque chose. Et c'est là où j'ai appris l'importance du pourquoi pas. Alors que quand on va dans d'autres systèmes, le jeune, il vient, il dit voilà, j'ai ça, j'ai cette idée, je vais aller faire une fusée sur la Lune,
ou une idée de téléphone nouveau. Et souvent, la réaction du gouvernement, des bureaucrates, des professeurs, est une réaction culturelle de dire « Mais pourquoi tu veux faire ça? Pour qui tu te prends? Qu'est-ce que tu veux? Je connais pas. » Tu vois? Donc, j'ai toujours dit, voilà, ça, c'est pas une question de moyens, c'est pas une question, c'est une question de culture.